Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée pour une fois à une seule saga, vu qu'on va parler de la Passe Miroir de Christelle Dabos. Bon alors d'abord, c'est vrai qu'on est le 1er février et j'ai encore ma décoration de Noël, mais je n'ai pas envie de m'en séparer. J'aime trop, il fait encore nuit tôt, du coup j'aime trop avoir la lumière quand il fait nuit comme ça, je veux jamais l'enlever. J'ai enlevé mon sapin, mais je veux pas enlever ma déco ici. Vous l'avez retiré, vous, ou pas encore? Parenthèse refermée sur la décoration de Noël, voici la saga de la Passe Miroir qui se compose de 4 tomes, dont le premier, Les fiancés de l'hiver, les couvertures sont incroyables, suivi des disparus du clair de lune, ensuite La mémoire de Babel, et enfin La tempête des échos, le 4e tome. Donc si vous voulez vous lancer dans cette saga, sachez que il y a quand même ces 4 tomes-là à lire. D'abord, un petit résumé sur Christelle Dabos, puisque c'est une auteure qui est née à Nice et qui s'est expatriée en Belgique, c'est là-bas qu'elle vit maintenant, et surtout, elle a remporté un concours qui a permis de publier son premier tome de la Passe Miroir. C'était en 2012 et c'était un concours organisé par Gallimard Jeunesse, RTL et Télérama, où ils ont fait un grand concours en France pour trouver une nouvelle saga fantasy jeunesse à publiés au sein de leur édition. Et parmi les plus de 1300 textes qu'ils ont reçus, ils ont décidé de garder Les fiancés de l'hiver et de le publier comme son premier tome. C'est pour ça qu'on a eu la chance de découvrir cette saga, qui est vraiment une saga fantasy francophone qui a fait beaucoup de bruit. Moi, on me l'a offerte à mon anniversaire, les 2 premiers tomes, l'année dernière, parce que voilà, c'était un petit peu la saga fantasy à ne pas rater, qui est très souvent comparée en termes d'imaginaire, de développement de personnages, d'univers, etc. à Harry Potter, et donc je me suis dit, il faut que je la lise, faut quand même que je la lise. En fait, il y a La Passe Miroir et La Passeuse de mots, qui sont pour moi les 2 sagas que j'avais un peu en retard, un peu qui ont déjà de l'âge aujourd'hui, qu'il fallait que je rattrape, et j'ai rattrapé au moins une sur 2. Donc pour connaître le déroulement de cette vidéo, vu que c'est une vidéo qui va être consacrée uniquement à la saga La Passe Miroir, je vais vous faire une première partie où je vais vous faire le résumé du premier tome, de l'univers, pour vous donner potentiellement envie de regarder, mais c'est vrai que c'est une destination qui est peut-être plus, en tout cas pour la deuxième partie, à destination des gens qui connaissent déjà la Passe Miroir et qui ont peut-être envie d'avoir un autre avis. Donc dans la deuxième partie de la vidéo, j'aurai un avis avec des spoils, beaucoup plus construit on va dire, ça sera plus de spoils, donc si vous n'avez pas lu la Passe Miroir, que vous voulez la lire, vous pourrez vous contenter de regarder que la première partie de la vidéo, mais vous en faites pas, de toute façon je vous le dirai. Donc c'est parti, le résumé de ce premier tome et de l'univers dans lequel nous allons nous situer pendant un long moment. On se retrouve aux côtés d'Ophélie qui vit sur l'arche d'Anima, où tous les habitants de cette arche-là ont des pouvoirs qui visent à animer les objets, et Ophélie, elle a la capacité donc de donner vie à des objets qui réagissent à ses émotions, à ses pensées, mais elle peut également lire dans les objets en les touchant, c'est-à-dire que en touchant n'importe quel objet de ses mains, elle peut retracer les émotions des gens qui l'ont touché avant elle, et elle a également la capacité très rare pour les animistes de pouvoir passer au travers des miroirs si elle s'est déjà reflétée une fois dedans. Et c'est un personnage un petit peu atypique dans le domaine de la fantasy en tout cas, puisque c'est pas une héroïne à un caractère très trempé, très marqué, très forte. Non, ici on est avec Ophélie qui est plutôt un personnage plutôt fragile, maladroite, qui est assez timide, réservée, et qui n'a pas justement le profil type des héroïnes de fantasy, et c'est ce qui m'a fait accrocher aux premières lignes de ce livre. Et on parle ici d'Arche, ça m'a fait un petit peu penser à l'univers de Miyazaki avec le château dans le ciel, on peut d'ailleurs le voir avec la couverture du livre qui y fait penser. Et en fait, le monde est divisé en arches de roches qui sont restées en suspens dans un nuage de roches suite à une guerre qu'il y a eu. Le monde s'est effondré et il reste que des arches qui flottent comme ça au milieu du vide des nuages. Et sur chacune des arches, il y a des pouvoirs qui sont, par exemple sur Anima, c'est les animalistes, donc qui sont capables d'animer les objets, mais il y a aussi des arches où on trouve des personnes qui sont capables de communiquer entre eux par télépathie, des arches où les sens sont par exemple plus développés, comme par exemple il y a les olfactifs, les personnes qui ont un odorat très développé, les personnes qui entendent très bien, les personnes qui voient très loin, etc. Donc chaque arche a une particularité liée à un pouvoir. Et son quotidien à Ophélie va être un petit peu chamboulé du jour au lendemain, puisqu'elle va être mariée de force en quelque sorte, en tout cas elle va subir un mariage arrangé avec Thorn qui vient du puissant clan des dragons d'un autre arche. Elle va devoir quitter son arche, donc elle va devoir quitter Anima pour aller sur l'arche de Thorn, qui est un arche qui s'appelle la Citaciel. C'est une grande capitale, on va dire, ou suspendue dans les airs comme toutes les autres arches. Et voilà les questions qui sont posées à la fin du résumé du livre, c'est pourquoi a-t-elle été choisie elle, à quelle fin elle a été choisie, pourquoi elle doit dissimuler sa véritable identité, et sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel.
Alors pour ce qui est de mon avis, sans spoil, de ce premier tome, le tome introductif, moi je trouve que c'est extrêmement bien construit, extrêmement bien ficelé comme univers. Je comprends pourquoi on peut le comparer à l'univers par exemple d'Harry Potter. La grande force, je trouve, de ce premier tome, c'est les personnages. Moi j'ai été directement happée par le personnage d'Ophélie. Déjà, ça change, ça nous change de ce qu'on a l'habitude de voir, et ça c'est déjà un très bon point. Vraiment, le personnage d'Ophélie, j'aime son côté fragile, son côté maladroit, elle a une personnalité toute discrète, elle est maligne, elle est intelligente, mais elle est refermée un petit peu sur elle-même, elle est un petit peu ancrée dans le passé avec le fait que ça soit une liseuse qui lise les objets, qui lise les émotions des objets du passé. Et puis elle a une petite voix, elle est petite en taille, etc. Ça fait quelqu'un qu'on a envie de protéger en tant que lecteur. Et pour pas trop m'épiloguer sur mon résumé, que je vais détailler un peu plus après avec des spoils, j'ai trouvé vraiment que c'était un premier tome très très fort, j'ai beaucoup aimé. L'univers, j'avais très envie de lire le second. L'univers et puis cette histoire d'arche dans le ciel, avec chacun un pouvoir différent, je trouvais que c'était vraiment un très bon début, très prometteur, même si j'ai eu quelques petits moments où c'était un petit peu lent, et le fait que les personnages soient assez renfermés sur eux-mêmes, ça fait qu'on a envie un petit peu de les confronter, qui parlent ensemble, de Ophélie et Thorne, qui se ressemblent un petit peu sur ce point-là, où ils sont pas très expressifs, ils sont plutôt introvertis. T'as parfois envie de les pousser un petit peu à ce qu'ils communiquent, parce que s'ils communiquent entre eux, nous, on peut voir aussi comment leur relation avance, puisque le livre est écrit à la troisième personne, et ça pourrait nous aider à comprendre certaines émotions, mais ça prend son temps. On sent que c'est un tome introductif aussi, mais on sent que l'univers est très très riche et que l'auteur a beaucoup d'idées, beaucoup d'imaginaire, et c'était un premier tome, je vais y arriver, très satisfaisant. Par contre, pour vous donner un petit résumé plus global sur la saga entière, donc sur les 4 tomes, j'ai beaucoup aimé le premier tome. J'ai beaucoup aimé le deuxième tome, je pense d'ailleurs c'est mon tome préféré, il y a beaucoup d'action, il y a un petit peu un côté enquête, complot politique, qui est hyper bien amené, mais hyper bien fait, avec des révélations, etc. Donc le tome 2, j'ai beaucoup aimé aussi. Par contre, à partir du tome 3 et 4, j'ai eu beaucoup de mal d'avancer dans mes lectures. Je trouve que c'est un petit peu lent, et particulièrement le tome 4, où j'ai trouvé que il y avait trop de choses. En fait, l'histoire prend largement le pas, l'explication de l'histoire prend largement le pas sur les personnages, etc. Et du coup, j'ai moins aimé. Et j'avoue que j'ai eu un petit peu peur que la passe miroir, et je suis désolée pour les personnes qui ont aimé, parce que j'ai l'impression que c'est explosif pour ceux qui aiment beaucoup, et les gens qui ont un peu eu des passages à vide, etc. comme moi, bah c'est soit l'un soit l'autre. Il n'y a pas de demi-milieu avec des avis sur la saga. Mais j'avoue que moi, j'ai eu peur que la passe miroir me crée carrément une panne de lecture, parce que pendant la lecture du tome 3 et du tome 4, j'avais du mal. D'habitude, je lis une centaine de pages par jour. Là, j'avais du mal à m'y remettre, à avancer. Des fois, j'avais envie de m'arrêter au milieu des chapitres, etc. C'est une fin de saga que j'ai trouvé un petit peu décevante par rapport à la puissance des 2 premiers tomes. Donc, un avis plutôt mitigé, on va dire. Même si, en point fort de la saga au global, les personnages, le développement de l'univers, l'imagination qui en découle sont quand même incontestablement des points qui en font une saga forte et positive. Je veux dire, c'est une note moyenne, mais moyenne haute. Donc passons à mon avis un petit peu détaillé, et à partir de maintenant, il y aura des spoils, je vais pas faire attention à ce que je dis, donc si vous voulez lire la saga, évitez d'écouter ce que je vais dire maintenant, parce qu'il y a forcément des informations que je vais divulguer qui seront du spoil sur l'histoire, donc attention à vous. Donc déjà, moi, si je fais un petit balayage rapide sur les personnages, j'ai adoré en tout début, donc à ma lecture du premier tome, l'écharpe. J'ai trouvé que c'était trop marrant d'avoir cette petite écharpe qui accompagnait Ophélie partout avec elle, et c'est surtout la première chose qui m'a soulevé le plus de questions par rapport à l'univers, par rapport au développement, et c'est aussi ce qui m'a déçu un petit peu par rapport à la façon dont ça a été fait. Mais voilà, j'étais vraiment curieuse de connaître son histoire, de savoir pourquoi cette écharpe-là en particulier, elle avait insufflé la vie, Ophélie avait insufflé la vie à l'intérieur d'elle. Pourquoi, à un moment donné, on nous dit qu'elle a essayé de l'étrangler apparemment, mais c'est dommage, c'était vraiment une frustration. Je crois qu'on n'a jamais eu de réponse là-dessus, en tout cas j'ai pas vu de réponse de pourquoi l'écharpe a voulu étrangler Ophélie. Moi, elle me faisait penser vraiment à la cape de Doctor Strange par exemple, et je me disais qu'elle allait avoir un grand rôle à jouer à un moment donné pour sauver Ophélie d'un piège, de danger, etc. Et puis finalement, ça n'avait pas été le cas. J'avoue que le développement de l'écharpe, j'étais un petit peu déçue, mais en fait, le fait que Ophélie ait souvent dû revêtir des
des déguisements pour passer ni vu ni connu, ça n'a pas aidé à inclure l'écharpe à la garder comme compagnon de route, on va dire. Moi j'étais un petit peu déçue dans le tome 3 que l'écharpe se prenne d'affection pour Ambroise et qu'il y ait un peu ce côté jalousie et ce côté distante qui soit créé entre les deux, qui pour moi était un petit peu la première relation forte qu'on avait découvert aux côtés d'Ophélie, et après tout est parti un petit peu, on ne les a quasiment plus jamais après ça retrouvés ensemble, et j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage, mais même si dans le scénario c'est dommage selon moi, mais ça se comprend puisque scénaristiquement parlant, il n'y avait pas d'autre choix que de les séparer toutes les deux. Ensuite, Thorn. Thorn, c'est le deuxième personnage un peu important qu'on rencontre dans l'aventure. J'ai beaucoup aimé le personnage de Thorn, et je pense que c'est le personnage qui m'a le plus ému, qui m'a le plus chamboulé, on va dire, parmi tous les personnages de cette saga. Il est très contrasté avec Ophélie, avec son côté très dur, très maîtrisé, mais au final ils sont un peu pareils dans le sens où ils sont très secrets sur leurs émotions, ils parlent pas beaucoup, ils économisent leurs paroles. Ophélie, elle les économise parce qu'elle n'arriverait pas à les exprimer seule. Thorn, il les économise parce que je pense que comme tout ce qu'il dit est calculé, etc., il fait bien attention à ce qu'il dit. D'ailleurs, je me disais dans le premier tome, c'est quelqu'un qui paraît extrêmement calme, vraiment dur, calme, froid. Je pense que c'est le cas sur le fait qu'il soit dur et froid, par contre pas calme du tout. Je m'étais dit au début, je suis sûre, lui, à l'intérieur, c'est une tempête. Et effectivement, il y a effectivement une tempête qui agit en lui tout le temps. Il a son cerveau qui s'arrête jamais, il calcule toujours tout, il voit toujours tout, il enregistre tout, il se souvient de tout. Et ça fait que ça doit être un sacré bazar dans sa tête. D'ailleurs, un des points positifs, selon moi, de la saga, c'est le fait qu'on ait un chapitre. J'ai été un petit peu triste que ça soit qu'un seul chapitre, mais heureusement qu'il était là. On a eu un chapitre du point de vue de Thorn, on était dans la tête de Thorn, on a pu comprendre certaines choses, le fait qu'il calcule vraiment les distances entre les gens, la moindre petite chose, c'était hyper intéressant, et c'était une très bonne idée de la part de l'auteur de nous faire une petite parenthèse sur comment vit Thorn depuis sa tête directement, et ça c'était vraiment trop bien. On aurait pu en avoir peut-être un peu plus, mais heureusement que ça a été le cas parce que ça a permis de comprendre plein de choses. Par contre ici, pour comprendre Thorn en entier, j'aurais bien besoin de vous. Qu'est-ce qui fait que dans la tempête des échos, donc dans le dernier tome, enfin non, mais c'est même à partir de la mémoire de Babel, qu'est-ce qui fait que Thorn, c'est quoi son problème avec l'antiseptique, avec le désinfectant? Je sais pas si vous avez compris, et j'aimerais bien si vous avez des réponses à me procurer, et je sais pas si je suis passée à côté ou s'il y a pas de réponse, mais pourquoi, à partir du tome 3, pardon, il s'élave tout le temps les mains au désinfectant, il sent le désinfectant, et Ophélie le fait beaucoup remarquer, il y a beaucoup de moments dans le livre où on fait remarquer le fait que Thorn est tout le temps en train de se désinfecter les mains, mais pourquoi? Alors moi, mes théories, c'était que le fait de changer d'arche, etc., qui se retrouve en un terrain inconnu, peut-être que voilà, ça lui avait créé des troubles du comportement. Ou alors je me suis dit aussi peut-être que le fait qu'il avait peut-être récupéré une partie des pouvoirs d'Ophélie, peut-être que le fait de devenir un petit peu liseuse, maintenant quand il touche les objets, il se sent, même s'il sait pas lire les objets, peut-être qu'il se sent un petit peu sale, comme si les objets l'imprégnaient en quelque sorte, et qu'il essayait de s'en débarrasser en se nettoyant avec du gel hydroalcoolique, quoi, Covid tiers. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, s'il y a une vraie explication donnée par l'auteur au sein du livre, je suis preneuse de la voir, si vous pouvez l'écrire en commentaire, parce que j'avoue que ça reste des idées de ma part, mais je suis pas sûre que ça a été validé par l'auteur. Mais vraiment, ouais, Thorn, c'était un personnage pour moi à part. Chaque conversation qu'il avait avec Ophélie était pour moi envoûtante. En fait, c'est la chose aussi qui m'a fait beaucoup apprécier la lecture du tome 1 et du tome 2. J'avais envie de les voir se confronter, de les voir parler, de les voir exprimer leurs sentiments et leurs émotions, et c'est vrai qu'on a eu très peu le cas finalement, mais à chaque fois que c'était le cas, j'étais en mode oh, ça y est, Thorn parle à Ophélie, c'est incroyable, et ça m'a permis de lire mes 2 premiers tomes assez rapidement. Et c'est peut-être aussi ce qui m'a un petit peu manqué dans le tome 3 et 4, c'est que j'attendais encore toujours la même chose, qui s'exprime un peu plus, et on va pas parler de la fin qui est pour moi assez décevante, mais c'est envoûtant. Je pense que le mot envoûtant pour ce personnage est bien choisi, en tout cas par rapport à ce que j'ai ressenti moi. J'avais aussi une autre théorie dans le premier tome, dans le deuxième tome, j'étais sûre, je m'imaginais que Thorn en fait cachait sa véritable identité, comme avec Ophélie quand elle était sous la casquette de Mime, par exemple, dans Les Disparus du Clair de Lune. Je m'étais dit, sur le coup, il porte aussi un déguisement, parce que tellement souvent on a les descriptions de Thorn comme étant grand, fin, avec un physique un peu difficile, avec des cicatrices, etc. Je me suis dit peut-être qu'il cache son identité
sous un déguisement pour cacher un de ses secrets, une particularité physique qui font qu'on pourrait détecter un pouvoir très important qui pourrait tout changer, etc. Au début, j'avais ce petit guess, voilà, je vous fais partager avec vous, ça n'a rien valu parce que c'était pas du tout le cas, mais je m'étais dit peut-être qu'il y a quelque chose. Et enfin, pour arrêter de vous faire un petit peu tous les personnages, mais un autre personnage que j'ai beaucoup apprécié pendant ma lecture, c'était Archibald, que j'ai trouvé trop bien. Moi, j'aime beaucoup les personnages qui ne peuvent pas mentir, qui disent que la vérité. Souvent, en plus, je trouve qu'ils ont un humour bien particulier, bien à eux, avec beaucoup de second degré, etc. Et j'aime beaucoup ça. Vraiment, Archibald, je l'ai beaucoup aimé. Et c'est pour ça que je craignais pour sa vie pendant le tome 2 des Disparus du clair de lune. Systématiquement, je me disais, oh non, faites qu'il le retrouve, j'ai pas envie qu'il meure déjà, etc. Donc j'étais contente que Archibald s'en sorte. J'étais aussi contente qu'il perde son lien avec la toile, puisque je pense que ça l'empêchait parfois de dire certaines choses, ça l'empêchait d'avoir des secrets par rapport à un clan qui aimait pas forcément Thorn et Ophélie, et qui peut-être n'avait plus envie aussi de garder Archibald en son sein. Donc moi j'étais contente de ce développement-là, mais encore une fois j'étais déçue parce que il y a une vraie cassure, je trouve, à partir du tome 2, à la fin du tome 2, c'est que tous les personnages secondaires disparaissent, vraiment. Moi, le grand-oncle, je l'aimais beaucoup aussi, je croyais qu'il allait avoir un impact hyper important sur le livre, en fait pas du tout. Tous les personnages comme ça, Archibald, on le voit quasiment plus. Gaël et Renard, pareil, je les aimais beaucoup dans le tome 2, j'ai beaucoup aimé leur relation, leur attitude. Après, on les voit quasiment plus. La tante Rosaline, pareil. Victoire, je vous en parle quand même vite fait. Victoire, je trouvais que ça allait être une dinguerie ce qui allait se passer avec ce personnage, et finalement, c'est mort dans l'œuf. Je trouve que ça fait partie des points négatifs, selon moi, de la saga. C'est que Victoire, on la voit au début comme quelqu'un qui peut quitter son corps pour aller dans un plan parallèle, on va dire, et finalement, elle se perd juste, après elle est jeune, etc. Donc voilà, elle est petite, mais elle se perd juste, on la retrouve à la fin, on la libère à la fin, mais c'est tout. Je trouvais que c'était un peu dommage le développement de Victoire, alors que je pensais vraiment qu'elle allait avoir un impact très fort sur la suite de l'histoire. Mais bref, Farouk, moi j'ai adoré Farouk dans le tome 2, je trouvais qu'il était hyper intriguant, pareil, quelqu'un de froid, en même temps puissant, où il perd un peu la mémoire, comme beaucoup, comme tout, on va dire, ou presque, les patriarches et les matriarches de chaque arche. Voilà, de toute façon, la force numéro 1, je le répète, de cette saga, c'est pour moi les personnages, au-delà de l'imagination qui en découle de tout l'univers. Mais les personnages, c'est un très bon point positif. Et c'était le point positif, pour moi, le principal de la saga, et malheureusement, on les perd, je trouve, un petit peu dans le tome 3 et 4. C'est ce qui a coûté des points à la saga. Donc déjà, pour un petit description sur les points positifs de ce que j'ai pas aimé dans le tome 3 et 4, c'est que je trouve déjà dans le tome 3, j'avais adoré que dans le tome 2, Ophélie doive cacher son identité avec son déguisement, qu'elle s'appelle Mime, qu'elle doive un petit peu fouiner pour apprendre des informations d'ici et de là, j'avais bien aimé. Par contre, j'ai trouvé ça dommage que ça soit le même schéma qui se répète dans le tome 3. Qu'elles doivent de nouveau prendre l'attitude, le nom de quelqu'un d'autre, qu'elles doivent encore se déguiser, qu'elles doivent encore cacher son identité. Encore une fois, dans le scénario, c'est extrêmement bien justifié, mais j'ai trouvé dommage qu'on doive repasser par cette même étape de cacher son identité dans le tome 3. Ça faisait un petit peu boucle sur des tomes très proches, et ça m'a un petit peu dérangé. J'ai adoré Blasius, le Maya droit, il m'a fait beaucoup penser, je sais pas, pour les gens qui ont joué à Hercule sur PS1, il y avait un personnage qui avait toujours un nuage de pluie au-dessus de lui, et partout où il allait, le nuage de pluie le suivait, donc il était condamné à être sous la pluie tout le temps. Il me fait penser un petit peu à ça, Blasius, le fait qu'il soit très maladroit, qu'il lui arrive toujours des sales coups, que s'il y a un clou qui dépasse sur un banc, il s'assoit dessus, enfin c'est... Vraiment, j'ai beaucoup aimé le personnage là. Mais voilà, passé au tome 4, et je trouve que c'est le tome que j'ai le moins aimé de loin de toute la saga, alors que c'est le tome où on a toutes les réponses, et j'étais contente d'avoir plein de réponses, j'étais contente de voir où les choses ont été amenées, de comprendre la relation entre Dieu, entre l'autre, entre Ophélie, le livre aussi de chaque boss d'arche, comme je disais tout le temps, c'est les boss des arches. J'étais vraiment contente de savoir comment ça a tourné. La scène de l'autre qui mâche la corne d'abondance vers la fin du 4, qui suit Ophélie de loin, etc., et qui est tout le temps en train de mâcher, on sait pas ce qu'il mâche. Je me suis trop imaginé cette scène au cinéma, en film. Ça pourrait être vraiment une révélation de fou, et en fait on voit que pendant tout ce temps, en fait, il avait pris dans sa bouche la corne d'abondance pour aller avec Ophélie de l'autre côté, et qu'il est là à la mâcher. J'ai trouvé que c'était un trop bon point à mettre en scène au cinéma. Voilà, petite parenthèse. Mais j'ai trouvé que ce dernier tome était lent.
Vraiment, j'ai trouvé que c'était très lent. Après, c'était nécessaire dans le sens où l'univers était tellement développé qu'il y avait besoin qu'on ait des réponses à toutes nos questions dans ce tome final. Et il y avait besoin de décrire à ce point les événements. Mais j'avoue que c'était un petit peu trop. J'ai eu beaucoup... En fait, le problème, je trouve, de ce dernier tome, c'est que les chapitres sont longs. Et très souvent, les débuts de chapitres sont bien. La fin des chapitres donne envie de commencer le chapitre d'avant. Mais il y a plein de fois, et ça m'arrive très rarement, il y a plein de fois où je me suis arrêtée dans ma lecture au milieu d'un chapitre parce que je trouvais que c'était trop lent. Il y a des fois où j'ai lu les pages un peu en diagonale parce que je trouvais que c'était trop lent, je trouvais que ça rabâchait beaucoup de choses. Je sais pas, j'ai eu vraiment du mal avec le rythme de ce dernier livre. Donc voilà, petite déception. La fin de l'histoire, moi j'ai trouvé que c'était d'accord. J'ai vu... j'aurais pas voulu... En fait, je trouve ça bien de faire une fin ouverte en quelque sorte parce que ça peut laisser déjà l'imaginaire de chaque lecteur prendre place à la place de l'auteur et s'imaginer une suite potentielle. Ça laisse la possibilité aussi à l'auteur d'un jour faire une suite, on sait pas. Surtout que c'était les livres qu'elle a sortis au début de sa carrière d'écrivain, donc pourquoi pas après refaire une suite quelques années plus tard. Voilà. La porte reste ouverte en tout cas. J'aurais quand même aimé forcément une fin un peu meilleure pour Ophélie et Thorne, et surtout que dans le tome 4, Ophélie répète souvent qu'elle a envie de changer le regard que Thorne a sur son propre reflet, qu'elle a envie de changer la vision qu'il a de lui-même, etc., de le réparer un petit peu à l'intérieur, depuis le en dedans, on va dire. Et j'ai trouvé ça dommage qu'il n'y ait pas une meilleure fin pour tous les deux, mais c'était pas pour moi une déception particulière. C'est une fin qui me convient, en tout cas. Donc voilà, en petite conclusion de tout ça, ce que j'ai surtout à dire dans les plus, c'est la plume de l'auteur, sans conteste. Elle fait vraiment ici la preuve que la littérature classifiée jeunesse, parce que c'est publié par Gallimard Jeunesse, peut être très riche et peut être de très bonne qualité. Moi j'ai trouvé que le vocabulaire était vraiment hyper riche, hyper diversifié, comme rarement j'ai eu l'occasion de lire en littérature jeunesse, peut-être même jamais. Moi je pense que mettre cette saga dans les mains de quelqu'un d'assez jeune, avec un vocabulaire pas forcément hyper étayé, moi, il y a eu pas mal de moments où j'étais un petit peu... Je relisais plusieurs fois les phrases, parce que les phrases, elles sont construites d'une façon qui peut être compliquée à lire, etc. Donc, fantasy, jeunesse, ok, mais pas si jeunesse que ça, vraiment pas. Un autre point très positif de la saga, et c'était encore plus le cas, parce que là, le premier tome est sorti en 2013, 2014 peut-être, le dernier est sorti en 2017, je crois. Moi, je dis chapeau aussi à l'auteur d'avoir inclus dans son roman fantasy, jeunesse, une personne handicapée et un couple homosexuel, ce qui était vraiment pas le cas. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus le cas, et c'est bien, la parole s'ouvre. Dans les livres, il y a beaucoup plus de personnages maintenant handicapés, homosexuels, etc. Donc c'est vraiment une bonne chose, mais c'est vrai que moi je pense qu'il faut quand même le signifier. En 2017, c'était beaucoup moins le cas, surtout comme je le disais, en jeunesse et en fantasy, donc encore un point positif pour cette saga-là. Et enfin, autre point positif, vous l'aurez compris, c'est les personnages. Je l'ai déjà assez expliqué, les personnages, vraiment, j'ai adoré. Dans les points négatifs, j'ai surtout marqué un point... Et c'était aussi dans les points positifs, c'est la plume de l'auteur, finalement. Je vous le dis souvent, j'ai un petit peu de mal dans les sagas qui se perdent beaucoup en description. Et là, je trouvais que c'était vraiment beaucoup le cas, beaucoup de descriptions, beaucoup de redondance à la fin de la saga, et ça m'a vraiment refroidi sur mon avis global de la saga. J'ai pas forcément toujours aimé le rythme que l'auteur a voulu insuffler à son roman, et ça a été un des points négatifs. Donc voilà pour cette petite vidéo, plus courte que d'habitude, mais c'est parce qu'en janvier, vous aviez eu une vidéo très longue, en décembre aussi, donc j'avais envie de faire un format un petit peu plus court. Mais dites-moi ce que vous en avez pensé, d'avoir mon avis comme ça sur une saga entière. Dites-moi si ça vous plaît ce format-là, parce que je pourrais le refaire avec d'autres sagas que j'ai lues, que je vais lire, de faire vraiment une vidéo qui est entièrement fixée sur une seule saga. N'hésitez pas à me donner votre avis. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Encore une fois, si vous avez envie de soutenir, n'hésitez pas à faire les trucs de YouTube, c'est-à-dire mettre un petit pouce pour le référencement et vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un très bon mois de février. On se retrouve en mars pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao! Bye bye!